Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's done it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Passion Foot pour un nouveau Before, un nouveau week-end de football qui arrive sur les antennes de Beansport et sur plein d'autres antennes, notamment de Canal+ dans les semaines à venir, avec le retour de la Liga qui arrive dès ce week-end. Et pour ça, on va aussi parler de la finale de la Coupe d'Italie qui sera présente. Beaucoup de football qui revient actuellement et beaucoup d'actualités aussi mercato. Donc on va parler de tout ça, beaucoup de choses dans ce petit Before avant ce beau week-end de football avec le retour de certains grands championnats. Mathéo, Bril, comment vous allez ? Salut messieurs, ça va super bien avec du beau football ce week-end, donc très impatient. Ouais, comme l'a dit Mathéo, voilà, on a hâte de retrouver toujours plus de championnats de football et d'équipes et de joueurs tout simplement, et le football en général. Donc impatient de ce week-end et puis encore une belle émission à venir là. Bien évidemment, le football revient, c'est vraiment ce qu'on a tous envie de retenir actuellement. La Liga, la Coupe d'Italie, la Serie A très bientôt. La Première Ligue le week-end prochain, beaucoup de choses. On a hâte de voir les clubs revenir sur les terrains de foot. Mais avant de tout ça, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans les bureaux de nos clubs, notamment de nos clubs français avec notre partie mercato, beaucoup d'infos pour nos clubs français, des départs, des arrivées. De quoi il en retourne, Mathéo, cette semaine ? Alors ça s'est beaucoup bougé du côté de Monaco, qui a un effectif vraiment à dégraisser, une masse salariale vraiment à dégraisser aussi. Et c'est Subasic, vous savez, le gardien un peu légendaire de l'AS Monaco qui est là depuis de nombreuses années, qui part, ça y est, c'est officiel, du club monégasque. Et juste après l'officialisation de son départ, dans Nice ce matin, il s'est carrément lâché sur le club. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Il critique le management du club monégasque et se dit très inquiet pour le club français. Charles, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette sortie médiatique ? Est-ce que ce n'est pas une fin un petit peu tachée pour Subasic qui a été toujours un très bon gardien de l'AS Monaco, qui a participé à notamment l'année fantastique en Ligue 1 et puis sur l'échelle aussi européenne. Disons qu'il crache un petit peu dans la soupe quand même, hein, dans le sens où Monaco là quand même j'ai presque envie de dire que Monaco a donné une carrière à Subasic, hein, même si ça reste un très bon gardien quand même, mais c'est là surtout là qu'il s'est révélé. Il fait quand même une finale de Coupe du Monde, même toute la Coupe du Monde avec la Croatie. Bon, pas très bien, mais il était sur une phase descendante. Et là, ce départ-là montre un peu, j'ai envie de dire qu'il a un peu raison, parce qu'en sens où le système de Monaco est, on le sait, un peu biaisé, dans le sens où on ne sait pas vraiment vers quoi ils vont. Ils ont quand même des bons joueurs, un bon effectif. Ça joue plus l'Europe depuis maintenant deux saisons. Donc, j'ai l'impression qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas, mais que d'un côté, il aurait pu, on va dire, se limiter dans cette déclaration, peut-être essayer de faire comprendre qu'il y a certaines choses au club qui ne lui plaisaient pas, mais pas arriver et complètement détruire le club dans la presse. Je trouve ça un petit peu moyen, même s'il a sûrement ses raisons, bien évidemment. Mais c'est un peu cracher dans la soupe et un peu vraiment, on va dire, déstabiliser le club qui lui a vraiment, on va dire, fait monter. Veilleux, Charles en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la situation monégasque ? Est-ce qu'il faut être inquiet pour Monaco, comme l'a dit Subasic ? Non, je sais pas exactement. C'est vrai que c'est compliqué avec ces clubs-là, un peu à la meilleure de l'île. Il y a des saisons où ça va très bien. Monaco, on a eu quasiment pendant 4-5 années où ils étaient toujours sur le podium en Ligue 1. Ils sont allés très loin une saison en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale. Là, ils ont battu le PSG en championnat et ont gagné le titre. Donc c'est compliqué après depuis 2 ans, je dirais, comme l'a dit Charles, depuis la Coupe du Monde. Donc voilà, après c'est 2 saisons de transition, je dirais. On ne sait pas à quelle place ils auraient été en fin de saison. Ils se battaient pour une place en Ligue Europa. On verra l'année prochaine, mais je pense qu'il faudra toujours compter sur Monaco avec un peu plus de régularité. C'est une équipe qui a un très très bel effectif et qui peut faire très mal. Après, pour revenir sur le cas Subasic, c'est un gardien qui était plus du tout titulaire depuis la Coupe du Monde et de ces 2 dernières années. Encore moins cette année, je dirais, avec l'arrivée de Benjamin Lecomte, qui est un excellent gardien de notre championnat. Donc, je pense qu'il a un peu ça en travers de les jambes, en travers de la gorge, pardon,
le fait de ne plus être titulaire depuis 2 ans, et il paye ses mauvaises performances. En parlant de joueurs expérimentés, c'est l'information vraiment principale de la semaine. C'est Thiago Silva qui devrait bel et bien partir. Je vois le visage de Charles qui est un petit peu triste. Information sur Thiago Silva, on va faire un gros live dessus dans les semaines à venir, là, dans la semaine prochaine, où on va vraiment retracer l'ensemble de sa carrière, mais aussi discuter du Paris Saint-Germain et de sa fin un petit peu peut-être triste avec le club. Mais avant ça, voilà, moi je vais vous poser comme question, messieurs, vous êtes Thiago Silva, vous êtes invité à aller voir ailleurs, donc du coup vous êtes à la recherche d'un nouveau projet sportif. Quel club vous ferait envie? Quel serait le club idéal pour Thiago Silva, lui qui a encore des jambes et qui pourrait toujours jouer à un niveau correct européen? Alors moi c'est très simple, j'ai entendu vraiment beaucoup de spéculations autour de son avenir. On a vu qu'il y avait notamment Dani Alves qui lui avait fait un appel du pied de venir le rejoindre au Brésil. Mais moi, je pense que je me retournerai aussi vers un ancien coéquipier, plutôt un ancien coach même. J'irais du côté d'Everton, où on aurait pu entendre que Carlo Ancelotti lui aurait passé un coup de fil pour lui dire de rejoindre le club. Et je pense que ce serait une bonne idée pour Thiago Silva d'avoir un nouveau challenge, un challenge qui serait très attrayant aussi, parce que Everton, c'est quand même un club qui est régulièrement dans le top 8, je dirais, du championnat anglais, ce qui est très bon pour un championnat de ce niveau-là. Et puis en plus, ça permettra à Thiago Silva de découvrir un nouveau championnat. Donc je pense que ça peut être super pour lui. Moi, je suis assez d'accord quand même avec Brieux sur le fait d'aller dans un autre championnat. Après, je pense que Everton, c'est encore un cran en dessous par rapport à son réel niveau. Dans le sens où je pense qu'il pourrait viser quand même un plus gros club. Après, c'est difficile vraiment de voir un petit peu l'avenir de Thiago Silva. Il est quand même vieux. Moi, j'aimerais bien un retour à l'AC Milan hein, pour vraiment, on va dire, boucler la boucle qu'il avait commencé avec l'AC Milan. Finir sur une belle histoire dans le sens où il reste vraiment sur on va dire, ces 2 clubs de cœur hein, en Europe, le Paris Saint-Germain et l'AC Milan. Ça pourrait être une belle histoire, je trouve, de retourner à l'AC Milan et de finir sa carrière là-bas, surtout qu'il y a un projet sportif qui, si tout se passe bien du côté de l'AC Milan, peut redevenir intéressant avec des compétitions européennes, pourquoi pas dans les 2 ou prochaines années qui vont arriver. Donc moi, j'irais plus du côté de l'AC Milan pour le côté de nostalgie aussi du club avec l'histoire de Thiago Silva. Juste, j'allais en parler un peu plus fou. J'avais envie de dire des choses, mais je pense que je vais garder ça pour la semaine prochaine. On pourra se poser des questions sur son niveau, etc. Mais bon, c'est pas le moment d'en débattre. On en parlera la semaine prochaine. Soyez attentifs. On en parlera la semaine prochaine. Donc, comme l'a dit Brio, soyez attentifs. Ça va tomber l'heure va tomber sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et bien sûr sur Facebook. Donc, soyez bien attentifs. Djibril Sidibé, le latéral de l'équipe de France, qui est de nouveau prêté cette saison malgré une option d'achat à la hauteur de 17 millions d'euros par Everton. Moi, cette situation, elle est un petit peu bizarre. Vous êtes Everton, 17 millions d'euros pour Djibril Sidibé, c'est quand même pas ouf. Et vous redemandez un prêt, donc est-ce que c'était une expérience convaincante ou pas? C'est bizarre comme situation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, vas-y, Brieux, vas-y. Vas-y, Charles. Disons que Sidibé, ça fait quand même 1 ou 2 ans qu'il est vraiment en perdition au niveau de son niveau. L'expérience à Everton, avec Everton quand même. Hein. La saison est en demi-teinte quand même avec Everton. C'est qu'il fait un début de saison dans la continuité de ce qu'il faisait avec Monaco, donc pas très convaincant. Et puis il revenait petit à petit et retrouvait une place de titulaire à Everton avec un niveau qui était quand même assez correct. Je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, l'option d'achat aurait été levée. Je pense que là maintenant, en fait, avec la situation actuelle, 17 millions d'euros, même pour un club anglais, ça fait cher, surtout pour un joueur du calibre de Sidibé. Je pense qu'il vaut un petit peu moins quand même, surtout quand on voit les prix qui commencent à baisser un petit peu. Je pense que c'est surtout, on va dire, une sécurité pour Everton, de se dire, on garde un joueur qui a le potentiel pour être titulaire chez nous, sans dépenser vraiment, on va dire, beaucoup pour cette saison, et on verra la saison prochaine ce qu'on fait. Je pense qu'il va avoir des confirmations sur le potentiel de Sidibé dans cet effectif-là. Attention, pour revenir sur le prêt, c'est pas encore officiel. Il n'y a pas encore d'accord entre les 2 clubs pour le prêt. C'est des discussions. Évidemment, Everton aimerait continuer à garder Djibril Sidibé une saison de plus sans payer d'indemnité de transfert. Donc, comme tu as dit, Mathéo, l'indemnité a été à 17 millions d'euros. Sidibé, il est en contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Monaco encore. C'est un joueur qui a été très très apprécié par Carlo Ancelotti avec Everton cette saison. Il l'a fait jouer tantôt défenseur droit, tantôt aussi milieu droit, donc un peu plus proche de la surface de but. On sait de toute façon que Djibril Sidibé, c'est un latéral droit qui aime bien monter, qui aime bien apporter du soutien offensivement. Donc,
À voir si peut-être c'est un poste qui lui correspondra à l'avenir. Comme tu as dit, Charles, moi je trouve que Djibril Sidibé, ça fait vraiment, je dirais, depuis le titre de l'AS Monaco et le départ, un peu les départs en grand pompe qu'il y a eu, que ce soit Bernardo Silva ou même Benjamin Mendy, son pendant côté gauche. C'est un joueur qui a eu du mal à confirmer cette belle saison monégasque et même la belle saison lilloise qu'il avait fait l'année précédente. Donc, il faudra voir s'il retrouve son niveau. Mais s'il retrouve son niveau, moi, je trouve que c'était quand même un bon latéral droit. Je ne dirais pas que c'était un des meilleurs latérales droits du monde, mais c'était un bon latéral droit, peut-être même sûrement le meilleur latéral droit du championnat français. Je pense qu'on peut dire sans trop sourciller qu'il est à son meilleur niveau dans le top 15 latéral droit du monde, je dirais. Donc, c'est un bon joueur. Pour un championnat, je pense qu'il lui correspond parfaitement. C'est un très bon choix que ce soit pour Everton qui n'aura pas d'indemnité à payer et pour Sidibé qui aura du temps de jeu quasiment garanti avec un coach qu'il aime bien, qu'il apprécie et un championnat qui lui correspond au niveau de ses qualités. Bon, en tout cas, on lui souhaite parce que ça reste quand même un bon joueur avec aussi une très belle mentalité. Donc, on lui souhaite de rebondir et de faire une très belle saison du côté de l'Angleterre. Pour finir dans cette information, dans cette brève mercato, Paul Bernardoni qui a signé à Angers cette semaine pour la somme de 7,5 millions d'euros, plus 20% à la revente. Donc, c'est quand même une somme, je dirais, un petit peu colossale, puisque avec cette période compliquée économiquement liée au Covid-19, on voyait la mort des petits clubs. Angers, qui est quand même un petit club de Ligue 1, 8 millions d'euros, qui est le record de transfert, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est intéressant, surtout pour un joueur comme pour un gardien. Déjà, que le record de transfert du club, ça soit un gardien, c'est assez étonnant. Après, Paul Bernardoni, on aura le temps d'en parler un peu plus tard peut-être, mais c'est quand même un très bon gardien de notre championnat. Il l'a encore montré avec Nîmes cette saison. C'est un très bon gardien, donc le prix ne me choque pas tant que ça, mais le prix me choque en fait pour le club plutôt que pour le joueur. En fait, c'est que vraiment, Angers, on voyait mal Angers faire un mercato, enfin 8 millions d'euros. Dans leur tranche, dans les équipes qui sont à peu près pareilles au classement, je pense qu'il y aura très peu d'opérations dans ces prix-là. Après, à voir un peu quelle sera la stratégie, on ne sait pas. Ça se trouve, Angers est très très bien géré économiquement. Ils avaient de l'argent dans les caisses et ils se sont permis de faire ce transfert dès à présent. Tant mieux pour eux. S'il n'y a pas de problème économique derrière, c'est une très bonne affaire pour Angers. Oui, que je reviens. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce transfert? Est-ce que c'est pas une erreur de Bordeaux qui laisse partir un peu une jeune pépite? Quid du choix de Bernardoni de partir à Angers? Est-ce qu'il pouvait espérer mieux comme Charles l'a laissé entendre? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Bordeaux fait une grosse erreur. Après, c'est un joueur, on a vu au vu de sa carrière qu'ils n'ont pas trop misé sur lui, même pas du tout. Il est arrivé à Bordeaux après, je crois, c'était une blessure de Carasso et le second gardien qui faisait pas une très bonne performance, alors que Bernardoni était en train de percer du côté de Troyes. Finalement, il a fait 2-3 boulettes à Bordeaux et après, il a été mis sur le banc. Donc, il n'a jamais fait son 3 à Bordeaux. Bordeaux n'y tenait pas trop visiblement. Ils l'ont prêté à Nîmes. C'est la 3e saison, je crois. Et deux bonnes saisons, une en Ligue 2 et l'année dernière en Ligue 1. Vraiment, il a montré vraiment que c'était un gardien d'un grand talent et qui était promis un bon avenir, je pense qu'on peut le dire. Là, cette saison un peu plus compliquée à l'image de la saison nîmoise finalement, mais c'est un bon gardien de notre championnat, un bon gardien d'avenir malgré ses 40 ans, ses 23 ans. C'est un bon gardien, un jeune gardien. Très très bonne pioche pour Angers. On a vu qu'Angers, c'est un club qui savait faire des bons choix, que ce soit Aït Nouri, Reine Adélaïde. D'ailleurs, je pense que les 8 millions viennent tout simplement de la vente de Reine Adélaïde l'été dernier. Je crois qu'il a été vendu 17 millions à Lyon. C'est une très très bonne pioche pour Angers qui récupère un bon gardien. Comme on l'a dit, 23 ans pour Bernardoni, même s'il en fait 47. Donc moi je l'aurais bien pris du côté du LOSC en cas de départ de Mike Maignan, par exemple. Je pense que c'est un gardien qui aurait pu être facilement dans un club du top 5 de la Ligue 1, que ce soit à Saint-Etienne, même qui est à la recherche d'un nouveau gardien en remplacement de Stéphane Ruffier. On aurait pu l'imaginer à Nice, même s'il y a Walter Benitez. À Lille, en remplacement de Mike Maignan, moi j'aurais dit oui, je pense tout de suite, parce que c'est un gardien qui a prouvé sa valeur et qui a un bel avenir devant lui, je pense. Donc très très bonne pioche pour Angers. Pour revenir à Angers, c'est un club qui est quand même bien managé surtout au niveau économique et au niveau des transferts. Il me semble que le club a aussi touché un pourcentage sur la vente de Nicolas Pepe du côté d'Arsenal, peut-être un pourcentage à la revente. Il faudra vérifier cela. Et puis on finit avec Philippe Montagnier, l'ancien coach de Lens, de Rennes et de la Real Sociedad aussi, qui signe au Standard de Liège. Moi, je voulais le mettre dedans parce que je trouve que c'est un coach qui a jamais été vraiment respecté par ses clubs, dans le sens où il fait plutôt de bonnes saisons avec Lens cette saison,
sur le podium et il se fait dégager. Pareil avec Rennes quand il s'était fait dégager aussi. Et puis à la Real Sociedad, c'était un très bon coach aussi. Donc voilà, j'espère, si vous voulez réagir, moi j'espère qu'il va rebondir du côté de la Belgique, qui reste un bon championnat quand même. Donc Charles, toi qui connais mieux le championnat belge que moi, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que c'est une belle opportunité de rebond pour lui? C'est une belle opportunité de rebond parce que le Standard de Liège étant vraiment en train de couler année après année, c'était quand même un grand club à l'époque. Enfin, c'était vraiment le choc en Belgique contre Anderlecht. Maintenant, les deux clubs sont vraiment, on va dire, des clubs de milieu de tableau, limite en Angleterre, en Belgique, pardon, maintenant. Donc, c'est vraiment intéressant pour lui dans le sens où il y a un projet sportif qui est encore une fois de remonter un club au top niveau, un club comme le Standard où il y a un public qui est énorme, une ville qui vit pour le Standard. Donc, c'est très intéressant pour le Standard, mais aussi pour lui. C'est un tout nouveau projet, un nouveau championnat, encore un. Mais il y aura vraiment beaucoup de choses à faire et je pense que je suivrai un peu plus du coup ce qui fait du côté de Liège, voir un petit peu si cette rivalité remonte un peu avec Anderlecht et essayer d'aller chercher les Bruges, les Lagantoises pour essayer d'aller un peu titiller les hautes places du classement de la Jupiler Pro League. Moi, juste un petit mot sur Philippe Montagnier. Je comprends pas trop la carrière de ce coach-là. Pour moi, c'était vraiment un coach qui avait le potentiel pour devenir un top coach. On l'a vu avec la Real Sociedad, il a monté ce club-là à la 4e place en Espagne, ce qui n'est pas rien, devant des clubs comme Séville, Valence, des gros clubs espagnols comme ça. On l'imaginait, en tout cas moi personnellement, je sais que j'imaginais, pourquoi pas un jour entraîner une plus grosse équipe, soit en Angleterre, quelque chose comme Everton par exemple, ou un gros du championnat de France. Finalement, à Rennes, il s'est un peu planté. J'ai l'impression que finalement, sa carrière, elle dégringole un peu d'année en année. Là, je dirais pas qu'il va se perdre en championnat belge, mais comme tu l'as dit, Charles, c'est plus le club que c'était au début des années 2010, le Standard de Liège. Donc je sais pas, j'attends de voir. J'espère que ça va bien se passer pour lui parce que je pense que c'est un coach qui a un bon coach dans l'ensemble. Après, il n'a pas forcément les bons choix et les bons effectifs, mais je pense qu'avec un bon effectif, c'est un coach qui peut faire des belles choses. Voilà, messieurs, c'est tout pour moi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Une belle rubrique Mercato encore avec beaucoup d'infos encore. On suivra bien évidemment tout ce qui va se passer sur la planète football d'un point de vue Mercato, ce qui se passe dans les coulisses. On notera que certains Mercato ont déjà donné leur date, notamment en Espagne et en Italie, qui débuteront en septembre prochain pour laisser au club la possibilité d'avoir tous leurs joueurs pendant les effectifs. Donc le Mercato durera approximativement tout l'été, même à la rentrée. Donc il y aura encore beaucoup d'infos à vous partager sur ce Mercato. On va parler football, on va parler terrain, on va parler retour du football en Italie cette fois. On vous l'avait dit la semaine dernière, la Coupe d'Italie revient avec 2 gros matchs, Juve-Milan ou encore Naples-Inter. 2 gros matchs qui ont vraiment un aspect vraiment historique, 2 matchs qui ont une histoire, qui ont des très bons effectifs à l'heure actuelle. Et on va se concentrer sur quel match pour cette Coupe d'Italie, Brio? Donc on va majoritairement parler aujourd'hui du match retour entre la Juve et Milan. Donc voilà, au match aller, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un partout entre ces deux équipes. C'est Milan qui recevait la Juve à San Siro. Donc Rebic a marqué à la 60e minute et Ronaldo a égalisé dans les derniers instants à la 90e minute sur penalty. Donc un match très chaud pour la Juve qui était dans une pas très bonne période avant le confinement. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Ce qu'il faut savoir sur la confrontation directe entre ces deux clubs-là, c'est que la Juve gagne 4 victoires à 0 contre le Milan sur les 5 dernières rencontres. Donc ce nul-là et 4 victoires de la Juve. Donc c'était en championnat, en Supercoupe ou en Coupe d'Italie. Donc vraiment la Juve qui est dominatrice comme pas possible. Même si on a vu que le Milan, finalement, s'il y avait 2 matchs qui rataient jamais dans l'année, c'était contre l'Inter et contre la Juve. Donc les 2 gros matchs de championnat pour eux dans l'année. Contre l'Inter, les gros derbys forcément, et contre la Juve, voilà une sorte de rivalité historique un peu entre les 2 meilleurs clubs de l'histoire du championnat italien, si je puis dire. Donc faudra voir ce que ça donne. Faudra aussi se poser la question sur ce que ça va donner, ce retour de confinement pour les 2 équipes, le niveau qu'aura les 2 équipes. Charles, Matteo, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par toi, Matteo. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner ce match vendredi soir à 20h45? Moi, je ne suis pas un grand expert honnêtement du foot italien. Maintenant, je pense que ça va être un match qui va être assez serré. Comme vous l'avez dit, ça reste des matchs qui sont globalement serrés entre les 2 équipes. Maintenant, moi, il y a un joueur qui peut faire la différence en tant que grand fan du Real Madrid que je suis. C'est Cristiano Ronaldo qui, en plus, revient apparemment selon les journalistes et selon ses coéquipiers. Il revient dans une forme exceptionnelle. Le mec, c'est une machine et il ne s'arrêtera jamais. Donc, à tout moment, il nous fait un match
de malade. Donc, je vois bien, moi personnellement, je vois bien une belle victoire de la Juventus. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que je ne suis pas un grand expert du foot italien et je pense que Charles pourrait éclairer un petit peu plus sur ce match, surtout du côté de l'AC Milan. Donc Charles, toi, on sait que tu es plutôt fan des Rossonero, hein. Ton cœur est rouge et noir, comme on dit là-bas. Qu'est-ce que tu penses de ce Milan cette année, qui est un peu compliqué encore pour eux? Et qu'est-ce que tu vois sur ce match? Est-ce que ça peut être le match qui va faire l'année de Milan, c'est-à-dire après essayer d'aller choper la victoire en coupe pour une qualification plus rapide en compétition européenne? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que la Juve va vraiment asseoir sa domination sur le football italien encore une fois? Bah, ce qui est dommage avec ce match, c'est qu'il intervient directement après le confinement. Donc, on n'a pas vraiment de vision sur le niveau de jeu que peuvent proposer les deux équipes. Quand on regarde l'effectif 100% sur le papier, bah forcément, la Juventus a beaucoup plus d'atouts à faire valoir. Mais le Milan, ça y est, depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, même s'il ne sera pas là pour ce match, on rappelle qu'il est blessé. Je pense que d'un point de vue mental, Zlatan a fait beaucoup pour cette équipe et que ça va jouer sur ce match-là. Après, il y a des joueurs qui, depuis janvier, ont pris un niveau, qui sont redevenus les joueurs qu'ils étaient. Je pense notamment à Ante Rebic, qui fait une fin de saison avant le confinement, qui est exceptionnelle. Enfin, vraiment, on ne s'attendait pas à un niveau comme ça. Un Théo Hernandez qui fait une saison encore monumentale. Il s'est découvert au grand public. Çalhanoğlu qui redevient un peu le joueur qu'on connaissait devant. Leao qui fait toujours des bonnes prestations. Je pense qu'ils vont vraiment avoir l'envie de prouver qui peuvent battre la Juventus. Et s'il y a un match qu'ils peuvent gagner, c'est celui-là. Parce que ça se trouve, la Juventus ne sera pas en forme. Le Milan, Pioli retrouve le système, il arrive à mettre un jeu en place qu'il n'arrivait pas du tout à faire en début de saison. S'il y a un match qu'ils peuvent gagner contre la Juve, c'est celui-là, juste pour la méforme de la Juventus. Et il faudra vraiment que tous les joueurs soient investis dans le match, que Donnarumma, à mon avis, il va avoir du travail quand même. Donnarumma, tu l'as dit Matteo, je pense que l'élément déclencheur de ce match, c'est vraiment celui qui va faire basculer d'un côté ou de l'autre, c'est Ronaldo. S'il est en méforme, le Milan a vraiment quelque chose à faire. Et tu disais, Brieux, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais sur le terrain, c'est tout le temps très serré, c'est accroché. Et il y a un moment où la Juve prend l'ascendance sur le Milan AC. Et c'est ça qui change quelque chose. Et je pense que ce match-là, dû à l'arrêt du championnat et que c'est le premier match de reprise, peut basculer du côté de l'AC Milan. Après, encore, tout dépendra, selon moi, de Cristiano Ronaldo et de sa réelle forme sur le terrain. Évidemment, comme tu l'as dit, Charles, je pense vraiment que c'est un match qui peut être pour le Milan AC. Juste pour le fait, forcément, que c'est le premier match depuis bientôt 3 mois, je crois, même 3 mois. Donc, faudra voir ce que ça va donner et la forme des joueurs. On a vu, comme tu l'as dit, que Ronaldo s'est entraîné vraiment comme une bête pendant ce confinement. On peut aussi parler de Ismaël Bennacer qui s'est vraiment beaucoup entraîné aussi pendant le confinement. Donc, il faudra voir les joueurs qui sont en forme. Donc, au niveau du Milan, cette année, c'est surtout Théo Hernandez vraiment qui tire l'attaque milanaise, qui est incroyable pour un latéral gauche. Il a 5 buts et 3 passes décisives. Rebic, comme tu l'as dit, Charles, qui revient bien après cette trêve hivernale, qui a 6 buts. Je crois qu'il les a tous marqués après cette trêve d'ailleurs, dont 4 buts en 3 matchs. Donc vraiment, je pense aussi que l'apport de Zlatan lui a fait du bien. Rebic l'a libéré. Et du côté de la Juve, voilà, il n'y a pas d'hésitation. C'est la doublette Ronaldo-Dybala, vraiment, qui fait un travail incroyable. Ronaldo qui a mis 21 buts en championnat et qui a marqué sur 11 matchs consécutifs, si je me souviens bien. Donc voilà, une saison tout simplement au niveau de Ronaldo, finalement, extraordinaire pour n'importe quel autre joueur, mais pour Ronaldo, c'est une saison comme les autres. Voilà, pour dire le monstre que c'est. Donc voilà, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. On sait que le dernier pronostic, ça s'est très bien passé pour moi, qui avait pronostiqué le score exact, 4-2. Voilà, je pense qu'on peut dire que je suis sur un sans faute depuis le début de cette rubrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce match, le résultat qu'il va y avoir, sachant que c'est un match retour, donc il y aura possiblement des prolongations et tirs au but. Donc voilà, Charles, on va commencer par toi. Qui va marquer et qui va gagner surtout? Moi, pour un match comme ça, je vois une séance de pénalty à la fin. Un but partout, avec un match où la Juve est accrochée, comme ce qu'on a pu voir à l'aller en fait. Un Milan dominateur, mais qui a du mal à vraiment prendre l'ascendant sur la Juventus. C'est la Juventus qui continue à forcer. Je vois un partout, avec un but, j'ai envie de dire Leao. Je sens bien Leao. Je pense qu'il a les jambes pour aller chercher, pour mettre à mal Bonucci et toute la défense de la Juventus. Et du côté de la Juventus, je vais pas mettre Cristiano Ronaldo, je vais mettre Paulo Dybala. Je pense qu'il a quelque chose à prouver, Paulo Dybala, dans le sens où il a été beaucoup critiqué. En Italie, on parle aussi de son niveau de jeu. On sait qu'il a été touché par le Covid pendant un long moment. Il n'a pas été guéri tout de suite. Il n'était pas remis à 100%, Dybala. C'est ça.
Mais après, on l'a vu quand même. Enfin, je sais pas si vous avez vu les images des entraînements. On Ouais, voyait il Ronaldo était quand même vraiment bien, hein. sec comme jamais. Higuaín gros comme jamais. Et Dybala normal finalement. Donc, je pense que ça peut faire un gros match de Dybala. Ouais, c'est pour ça que je pense vraiment Dybala va nous montrer vraiment qui vaut son niveau de jeu, enfin qui vaut son salaire, qui vaut son prix. Et je pense que vraiment c'est le match pour Dybala, qui montre un peu à tout le monde voilà qui il est vraiment. Parce qu'on parle beaucoup de Ronaldo forcément, mais il y a quand même un joueur qui est exceptionnel, qui est Paulo Dybala. Donc je le vois bien mettre à mal quand même Romagnoli et la défense du Milan AC. Et toi, Matteo, est-ce que tu penses aussi comme Charles que finalement, comme Ronaldo va attirer tous les défenseurs, Dybala aura peut-être un peu plus d'espace pour exprimer son talent et sa patte gauche qu'on connaît tous qui est délicieuse? Et il y avait eu combien à l'aller déjà? Un partout, but Un de partout. Ronaldo sur penalty à la 90e. Un partout. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Charles, et ce que tu répètes, Brieux, c'est que Ronaldo, au final, on pense qu'il est prévisible. On va essayer de faire en sorte qu'il ne touche pas le ballon, mais au final, c'est un joueur qui ne l'est pas. Et il arrivera toujours à se sortir des situations. Bon, ça arrive de faire des matchs des fois un petit peu compliqués, mais je le sens vraiment déterminé à son retour et il a envie de fermer des bouches comme d'habitude. Donc, je vois bien encore malheureusement pour le Milan, c'est une très grosse prestation de Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien voir ce que va donner l'état de forme de Dybala et de Blaise Matuidi qui ont été touchés par le Covid-19, comment ça va les impacter, est-ce qu'ils seront présents au haut niveau, etc. Je suis curieux de voir ça. Et puis, ça nous laissera apparaître quelques éléments de réponse sur l'après-Covid et sur l'état de forme des joueurs. Mais malheureusement, moi, je vais pronostiquer un 2-0 pour la Juventus avec 2 buts de Cristiano, hein. D'accord, donc pour Charles, on a une qualification au penalty de la Juve. Ouais, qualification. Après, j'avoue, penalty, La ça loterie. peut basculer dans tous les sens. D'accord. Ouais, la loterie, Ça franchement, mais je dépendra pense que. des gardiens, que ce soit Chesney ou Donnarumma. D'un Ouais, côté, il faudra un grand gardien. et je pense que si la séance des penalties, ça partira du côté du Milan. Parce que Donnarumma est meilleur au penalty sur Chesney. Voilà. D'accord. Donc toi, Matteo, 2-0 pour la Juve, doublé de la machine. Moi, je sais pas. En plus, voilà, moi, je vois bien un match un peu accroché, mais je dirais que la Juve va se détacher dans les prolongations parce qu'ils sont trop forts, ils ont trop d'expérience dans ces grands rendez-vous. En plus, Ronaldo, voilà, on l'a vu en grande forme, comme on l'a dit. Il a changé de crampon aussi, ça peut peut-être aider. On a vu qu'il a chaussé une paire de crampons français. Qui sait, peut-être que ça peut apporter quelque chose, ces crampons du futur. Donc on verra, on verra. Moi, j'ai du mal à voir, pour tout vous dire, un joueur du Milan qui, sur un éclair de génie, pourrait faire cette différence. Voilà, je vois pas trop Çalhanoğlu dans cet état-là. Pourquoi pas Léo, mais j'ai peur que de son jeune âge, il soit peut-être un peu frileux pour la rentrée. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je vois la Juve gagner 3-1 après prolongation. Un but de Rebic sur sa lancée. Ronaldo, bien sûr, Ronaldo et Dybala. Et pourquoi pas Bernardeschi, tiens, qu'on annonce titulaire sur un retour. Et on sait aussi il a une sacrée vision du jeu, ce joueur-là. Donc, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est tout pour cette rubrique prono, en espérant comme d'habitude que j'ai le bon prono, même si je me fais pas trop de soucis pour ça. Et puis, on reviendra la semaine prochaine pour un nouveau before. Vous l'avez compris, si vous avez des sous à mettre, écoutez Brieux, parce que Mathieu et moi, on est pourris. Non, mais voilà, en tout cas, c'est un match qui sera très fermé et très attendu, surtout pour finir un petit peu dessus, dans le sens où vraiment, ça va être vraiment le match d'après pour l'Italie, le match d'après pour les joueurs, le match d'après pour tout le monde. Et ce match-là a une valeur historique qui est aussi importante. Et je pense qu'il partira au-delà du football, ce match, dans le sens où ça sera vraiment regardé par toute l'Italie. L'Italie entière attend ce match-là, attend le retour du championnat. Et ce match-là pourra peut-être aussi lancer un sprint final assez magnifique qu'on suivra bien évidemment en Serie A, que ce soit pour les places européennes ou pour le titre de Serie A. Merci beaucoup, messieurs, pour ces magnifiques informations. On va se retrouver très bientôt, nous, sur la chaîne YouTube, pour discuter un petit peu de toutes les actualités qu'on a eu cette semaine. Beaucoup d'actualités, notamment françaises, bien évidemment. On restera sur tous ces aspects-là. N'oubliez pas, gros live sur Thiago Silva qui va arriver dans la semaine. Le retour sur le capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, sur sa carrière, sur tout ce qu'il a accompli sous le maillot parisien. Et on aura encore plein d'autres vidéos qui vont arriver cette semaine. Restez connectés sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, Instagram, Facebook, bien évidemment. À la chaîne YouTube, si vous voulez continuer à suivre nos petites émissions. Et nous, on vous souhaite une très bonne journée. Continuez de regarder du football et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.
Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry.